Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'aide chacun à décomplexer sa vision du travail pour bâtir un job à sa juste dimension. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Le monde du travail dans 15 ans. Donc, on est 2040 à peu près. J'imagine un monde du travail disparate. Disparate à la fois triste et inspirant, à la fois décadent et utopique, à la fois compatible à ceux qui veulent continuer de faire comme avant et compatible à ceux qui veulent faire complètement autrement. Compatible pour ceux qui veulent travailler 15 heures par jour et compatible pour ceux qui veulent travailler 2 heures par jour. Quel est notre rapport au travail et comment s'intègre-t-il dans nos activités humaines ? Nous explorons aujourd'hui les métamorphoses profondes qui redéfinissent le paysage professionnel, influençant nos façons de travailler, de vivre le travail et nos modèles économiques. Notre guide est Audrey Chapeau, anthropologue indépendante et tradipraticienne, diplômée en ethnologie, civilisation indienne et conseil en organisation. Elle est une touche à tout. Elle a besoin d'explorer des voies et des expériences a priori disparates et pourtant parfaitement cohérentes les unes avec les autres. Ainsi, sa pratique de terrain vivante et singulière lui permet d'identifier les fondamentaux humains à travers les époques et les cultures. Ses contributions invitent à questionner et mettre à jour notre rapport au monde et au travail. Audrey est également auteure et éditrice, elle a publié 5 ouvrages. Ainsi, au fil de cet épisode, nous nous interrogeons sur la nature du travail et ses 3 fonctions essentielles. Nous observons les signes de cette mutation à travers plusieurs prismes. L'augmentation des métiers hybrides, les variations de la pyramide des âges en entreprise, le morcellement des activités et des temps de travail tout au long de la vie, et l'évolution de notre rapport à la rémunération. Puis nous nous tournons vers l'avenir pour imaginer d'autres façons de vivre le travail et pour saisir l'ampleur de cette mutation. Je vous souhaite un beau voyage. Audrey, y a-t-il un ou des symboles qui te représentent ? Je pense que une petite valise ou un sac à dos, ça me représente bien. Ça me représente bien pour la mobilité et le voyage et l'adaptation dans tout un tas d'environnements possibles. Quelle est ta relation au travail ? Ma relation au travail est une relation très évolutive et très expérimentale. Je suis quelqu'un qui aime travailler, qui peut être considéré à certains moments addict au travail, et j'essaie de me soigner. Et j'essaie de me soigner de plein de manières différentes. Donc, le fait d'être à mon compte depuis 12 ans maintenant me permet de tester tout un tas de modalités différentes dans mon rapport au travail, dans mes organisations de travail, en plus de ce que j'ai pu expérimenter en étant salariée auparavant. Est-ce qu'il y a un lien avec ta valise, la valise qui te représente ? Ou c'est plus ta manière de vivre, la valise ? Non, il y a un lien aussi parce que j'essaie dans mon rapport au travail d'être la plus légère possible, c'est-à-dire de ne pas m'encombrer de tableaux de bord, de modalités qui me seraient dictées de l'extérieur. J'essaie vraiment de questionner en fait qu'est-ce que je fais, comment je le fais, est-ce que ça fait du sens pour moi ou pas ? Est-ce que ma manière de le faire, je le fais parce que c'est supposé être comme ça ou est-ce que c'est parce que c'est utile pour moi ? Et il y a plein d'exemples de cela dans combien de temps doit durer une consultation, quel est le tarif, qu'est-ce qu'on est en droit de demander à sa clientèle ou pas. Je me rappelle quand j'étais par exemple consultante en entreprise, en étant salariée, il y avait obligatoirement tout un tas de documents écrits à préparer en amont des contrats.
Après, il y avait tout un tas de comptes rendus à faire. Et puis, quand j'ai commencé à être consultante à mon compte, au bout d'un moment, d'abord parce que je n'aimais pas écrire ces comptes rendus et parce que je partais du principe que les entreprises avaient eu, en tout cas les contributeurs avec lesquels j'étais en interaction, avaient eu les données essentielles. Je me suis posé la question à quoi ça sert vraiment. Et puis, je me suis rendu compte avec quelques exemples que ces personnes-là ne lisaient pas forcément ces comptes rendus. Et donc, à un moment, j'ai dit, ben, moi, j'arrête. Donc, si vous voulez un compte rendu, je peux le faire, mais ça sera en supplément. Ça sera pas compris. Et ça surprenait beaucoup parce que mais non, mais les consultants, ils font des comptes rendus. Ben, pourquoi ils n'en feraient pas? Et qu'est-ce que ça ferait qu'ils arrêtent d'en faire systématiquement? Donc c'est ça un peu mon rapport au travail. J'essaie de le questionner, de le faire évoluer pour qu'il soit tout le temps le plus léger possible, donc en rapport avec la valise, hein. Ça sert à rien d'avoir, alors oui, les roulettes, c'est utile, mais si on a que 2 kilogrammes sur le dos, on n'a pas besoin de roulettes, on n'a que 2 kilogrammes sur le dos. Donc quand est-ce qu'on a besoin d'avoir une valise à roulettes avec des vêtements bien pliés dedans et quand est-ce qu'on a besoin d'avoir juste une petite besace avec 3 fois rien dedans? Le questionnement est ton métier de toute façon. De toute façon. Tu es anthropologue de formation, mais je sais que tu aimes pas te limiter aux mots. Exactement. Comment tu dirais de manière très courte, avant qu'on rentre dans le sujet, ton parcours? Donc tu as commencé par une formation anthropologie, ensuite tu as fait plein de choses. Oui, j'ai fait plein de choses. Alors, c'est vrai que l'anthropologie est un petit est l'un de mes fils rouges, on va dire. C'est déjà ma formation initiale la plus aboutie, j'ai envie de dire, même si, en termes de formation, j'ai jonglé entre différentes disciplines et que j'ai été diplômée dans plusieurs disciplines. Mais en tout cas, c'est un petit peu le fil conducteur en termes de posture et justement de recherche au questionnement, de comprendre ce qui se passe et d'essayer de voir comment les choses évoluent dans le monde dans lequel on vit. Donc c'est, on va dire, un point de référence qui tient la route. Globalement, je dirais, j'ai eu 3 grandes phases. La première période où j'étais, anthropologue indianiste, donc vraiment spécialisée sur le monde de l'Inde, l'Asie du Sud, où je travaillais dans le milieu universitaire en Allemagne et où je me destinais a priori à continuer dans cette voie-là. Et donc ce qui m'intéressait à cette époque-là, outre la culture indienne en tant que telle, c'était la compréhension de l'histoire longue, de l'évolution des comportements, des idées sur l'histoire longue. Donc éviter les soubresauts, hein, de ce qui se passe à notre échelle à nous, mais essayer de comprendre ce qui se passe sur une durée beaucoup plus longue. Alors c'était sur le sous-continent indien, mais ça m'a servi et ça continue de me servir aujourd'hui dans ce que je fais, hein, ce rapport à l'histoire longue et aux grandes mutations des civilisations ou des sociétés. La deuxième période a été une période d'expérimentation différente où j'étais en lien avec les entreprises. Donc, on va dire globalement, j'étais consultante en organisation, en stratégie, en développement RH dans différentes entreprises et en tant que salariée et en tant qu'indépendante. Et où là, je me suis beaucoup concentrée sur le rapport au travail, le rapport aux organisations, au mode d'organisation du travail, au rapport aux adaptations différentes, donc avec beaucoup de personnes qui étaient en contexte international ou interculturel, qui partaient à l'étranger, qui revenaient, comment s'adapter aussi au niveau de l'entreprise aux concurrences, aux modifications de la société. Et donc là, j'étais beaucoup plus anthropologue des mondes contemporains, à essayer de comprendre ce qui se passe dans notre vie, dans notre époque, dans notre civilisation, avec l'un des points principaux qui était le rapport au monde du travail, mais aussi le rapport au transport, à la vie à la ville ou à la vie à la campagne avec le travail à distance ou pas à distance. Enfin voilà, tout ça, c'était vraiment entremêlé. Et puis la troisième période, où là, j'ai décidé de me concentrer, beaucoup plus sur, l'accompagnement individuel, qui a commencé par l'accompagnement professionnel, qui maintenant, déborde largement et inclut, on va dire le rapport à l'invisible, donc les croyances, les conditionnements, l'être profond et comment trouver sa place, comment être au clair avec ce que l'on est, ce que l'on doit faire dans sa vie professionnelle, mais pas que. Donc globalement, ce sont les 3 grandes périodes avec à l'intérieur plein d'expérimentations. Alors justement, grâce à ce parcours, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le travail anthropologiquement et sociologiquement parlant?
Alors déjà, la notion de travail, c'est une invention récente. Ce n'est pas quelque chose qui existait au tout début de l'humanité. Ce qui a toujours existé, ce sont les activités humaines. Et donc, ça participe au cafouillage actuel, j'ai envie de dire, de tout mélanger. Et c'est bien pour ça aussi que j'ai écrit des livres pour essayer de clarifier certains mots qui sont utilisés n'importe comment parce qu'on a oublié le sens d'origine de ces mots et en oubliant le sens d'origine de ces mots-là, on oublie aussi ce dont nous sommes faits en tant qu'être humain. Donc, l'être humain, il a toujours eu besoin d'avoir des activités humaines. Et des activités, il y en a globalement trois grands types. Des activités pour survivre, donc chercher à boire, à manger, à se protéger quand il y a des intempéries, par exemple. Des activités de production et de liaison. Donc, on va fabriquer un récipient, on va fabriquer une toile ou des cordes, etc. Et puis des liaisons, donc on va échanger avec les autres qui savent faire certaines choses que nous, on ne sait pas faire, par exemple. Et puis des activités spécifiques sédentaires et des activités spécifiques nomades. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, quand il faut polir des pierres, des meules, par exemple, on va pas pouvoir les prendre sur son dos quand la meule, elle est trop grande. Donc ça nécessite un mode de vie sédentaire au moins pendant un moment. Par contre, il y a des personnes qui ont besoin de bouger pour échanger des choses. Donc ces activités sédentaires et ces activités nomades sont aussi extrêmement anciennes, bien avant que une partie de l'humanité se sédentarise. Donc ça, ce sont des activités avec tout un tas de choses. Ça va être, boire, manger, fabriquer des petits outils, chanter, danser, soigner. Voilà, tout ça, ce sont des activités. C'est pas le travail. Le travail, ça a été inventé bien plus tard pour répondre à des besoins d'organisation de la société. Et le travail tel qu'on l'entend aujourd'hui, il est encore largement teinté justement de cette notion de tripalium, si on prend étymologiquement, donc cette notion de labeur, de difficulté, il faut souffrir pour. Et ça, c'est un héritage globalement judéo-chrétien, même s'il n'a pas commencé qu'à cette époque-là. En tout cas, il s'est amplifié à l'époque de l'arrivée de cet humus judéo-chrétien qui nous imprègne complètement. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand on parle du travail, on ne parle que d'une partie de ces activités humaines qui sont très récentes, qui sont extrêmement colorées par notre terreau civilisationnel et qui ne représentent pas forcément ce que pourraient être les activités humaines dans une société, celle que l'on va développer dans le futur, par exemple, ou d'autres types de relations au travail qui existent dans d'autres modes de fonctionnement, dans d'autres cultures. Alors, on prend souvent comme exemple ce qui existe dans des cultures de petite taille, avec des communautés de petite taille, mais l'imagination peut nous amener sur plein de modèles différents. Est-ce qu'on peut rapprocher le travail actuel, en tout cas pour une grande partie de la population, à l'activité de survie? Alors, c'est la réalité, malheureusement, d'une partie de la population actuelle. Alors, survie, c'est pareil, c'est un terme qu'on peut redéfinir plus précisément parce que quand on voyage dans d'autres pays, sous d'autres cultures, on se rend compte que la notion de survie est complètement différente aussi. Je vais essayer de prendre un exemple à peine caricatural, mais quand on voit certaines personnes qui arrivent à manger, même s'il n'y a pas la diversité, il n'y a pas le choix qu'ils aimeraient, mais qui arrivent à manger, qui ont un toit au-dessus d'elles et qui disent, voilà, je n'en peux plus parce que je passe mes journées à travailler, je n'ai pas assez de temps libre, mais en même temps, j'ai mon abonnement téléphone, j'ai mon abonnement Canal+, j'ai mon abonnement. Bon, certes, il est question, leur qualité de vie n'est pas acceptable pour elles, mais on ne peut pas parler décemment de survie si l'on compare ça à ce qui se passe dans d'autres pays où il n'y a même pas de quoi manger pour certaines parties de la population. Donc, j'ai envie de te dire oui et non. On peut parler de problématiques de survie, mais elle est vraiment à redéfinir. Moi, ce que je peux mettre en avant, c'est le fait que le rapport au travail est devenu un rapport d'asservissement complet de l'être. Tu vois, donc on n'est pas uniquement sur l'aspect matériel, financier,
On est sur l'aspect, ça sert à quoi aujourd'hui de travailler? Si c'est pour ne pas avoir la sensation de vivre, de profiter, de devenir quelqu'un. Tu vois, une autre manière de définir le travail aussi, enfin, ou les activités humaines, c'est que initialement, les activités servent 3 fonctions principales. La première, c'est elles contribuent à l'identité de la personne, hein, et on le voit encore aujourd'hui, presque mécaniquement, quand on se présente à quelqu'un, on donne son nom et sa profession, enfin, ou son activité professionnelle. Donc, il y a une grande fonction qui est de définir l'individu. Et il y a beaucoup de noms de famille qui sont issus des métiers des personnes, en tout cas de leur lignée. La deuxième fonction, c'est la contribution sociale, c'est-à-dire l'activité professionnelle, l'activité humaine professionnelle, elle sert à quelque chose pour le collectif, hein. Quelqu'un qui fait du pain, quelqu'un qui soigne, quelqu'un qui vide les poubelles, quelqu'un qui fait le ménage, tout ça, ça sert au collectif, hein. Un petit collectif ou le collectif social global. Et la troisième fonction, c'est de pouvoir se nourrir, expérimenter, créer des choses. Alors, créer au sens large, se nourrir, c'est notamment avec le salaire qu'on en retire aujourd'hui dans notre fonctionnement actuel, mais c'est nourrir son être. C'est je me sens utile, je me sens vivant, je me sens évoluer, je me sens grandi. Ça sert à ça. Et donc, quand on parle de survie, quand tu me poses cette question de survie aujourd'hui, c'est que certes, les activités professionnelles aujourd'hui continuent de participer à l'identité de la personne, puisque pour beaucoup de personnes, on a l'impression que ils ne sont même uniquement que leur activité professionnelle. Il y a une contribution sociale, qui reste encore à définir en fonction des activités, hein. C'est Graeber, un autre anthropologue anarchiste que j'aime beaucoup, qui avait écrit un livre sur les bullshit jobs il y a quelques années, pour montrer qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des activités professionnelles, mais qui ne contribuent à rien pour la société. Au contraire, hein, d'où la perte de sens, etc., dont on a parlé pendant très longtemps. Mais cette troisième fonction, se nourrir son être, hein, nourrir la personne que l'on est, là, ça flanche. Ça flanche quand même pour beaucoup de personnes. Pas tous, hein, évidemment, et heureusement. Mais globalement, il y a une proportion de la population française, on va rester sur ce registre-là, aujourd'hui, qui pâtit de cette troisième fonction qui n'est pas suffisamment nourrie. En plus de la deuxième. En plus de la deuxième. La contribution au collectif n'est pas évidente non plus pour tout le monde. Exactement. Ou alors c'est fantoche, c'est-à-dire qu'on essaye, quand je dis on, c'est toute la mécanique en cours, hein, depuis des décennies. On essaie de nous faire croire que ce qu'on fait est indispensable, que c'est important, etc. Alors qu'en fait, si ces personnes-là faisaient autre chose du jour au lendemain, la Terre continuerait de tourner quand même. Totalement. Alors, comment se traduisent les mutations du monde du travail et du rapport au travail aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs dynamiques en marche. Il y a des dynamiques, on va dire, explosives et de rupture. Et puis, il y a ce que j'appelle la douce explosion d'un modèle figé. En fait, l'analogie des plaques tectoniques et des volcans, elle est pas mal, hein. Je pense qu'elle s'adapte bien à la situation de ce qui se passe dans le monde du travail et le rapport au travail. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements souterrains qui sont imperceptibles ou faiblement perceptibles par moment. De temps en temps, il y a des craquements, hein, avec des petits tremblements de terre, ou alors des explosions. Mais en fin de compte, c'est un mélange de tout ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment une mutation profonde et du travail, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment on le définit et comment est-ce qu'il doit évoluer et se transformer. Et en même temps, il y a une mutation profonde de notre rapport au travail, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut en faire, qu'est-ce qu'il nous dit et comment on veut s'en saisir. Et ça s'identifie sur plein de sujets différents qui sont en lien avec le travail. On s'en rend compte déjà,
et c'est pas nouveau, hein, c'est pas juste un phénomène qui est apparu avec l'effet Covid, la période effet Covid. Hein. Ça commençait déjà bien avant. Ça n'a été qu'un révélateur et un amplificateur de ces mutations, mais c'était déjà en marche auparavant. Pour ne prendre que quelques exemples, l'aspect métier hybride, enfin ce que moi j'appelle métier hybride. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il y a de moins en moins cette linéarité de faire une activité professionnelle unique tout au long de la vie et que cette activité-là ne soit définie que par un seul terme. Si je simplifie très, très schématiquement. C'est-à-dire que on est dans une époque aujourd'hui où c'est de plus en plus accepté et bénéfique que des personnes expérimentent plusieurs types d'activités en parallèle ou les unes à la suite des autres, hein, que leur activité initiale évolue, soit parce qu'elles sont contraintes de la faire évoluer, soit parce qu'eux ont envie de la faire évoluer. Donc, on va dire le cycle de vie des métiers se raccourcit et c'est de plus en plus facile de jongler entre différents métiers que l'on combine ou que l'on ne combine pas. Donc, c'est ce que j'appelle globalement les métiers hybrides. On peut parler de slasher, qui est l'une des spécificités de ces métiers hybrides, mais voilà. Donc ça, c'est nouveau dans cette ampleur-là. Alors oui, il y a 100 ans ou 200 ans ou 300 ans, il y avait des gens qui vivaient déjà de cette manière-là. Et c'est ce que j'explique. C'est quelque chose qui est complètement naturel pour l'être humain. En fin de compte, c'est pas une mode, c'est revenir à sa vraie nature, d'avoir besoin d'expérimenter tout un tas de choses. Donc oui, ça existait il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, mais ce n'était pas en tant que métier officiel, hein, identité, l'étiquette de la personne pour la communauté, ce n'était pas aussi répandu que ça commence à l'être aujourd'hui pour dans notre société. Tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, voilà, je suis anthropologue, mais je suis pas que anthropologue. Je suis praticienne, je suis auteure, je suis éditrice, et tout ça, c'est juste ce que je fais aujourd'hui. Si je prends ce que je faisais il y a 10 ans, il y a encore plein d'autres étiquettes qui viennent Et tout ça, ça participe à la création de nouveaux métiers et à la disparition d'autres métiers qui ne sont plus utiles. Donc ça, c'est un exemple, cette pixelisation de compétences et cette invention de modalités d'activité professionnelle que l'on va mettre sous une ou plusieurs étiquettes. Deuxième élément que je trouve particulièrement intéressant dans cette mutation actuelle, c'est la pyramide des âges en entreprise qui change complètement. Quand je parle de pyramide des âges en entreprise, c'est que comme on ne rentre pas dans une entreprise, on va dire à 16 ans ou à 18 ou à 20 ans ou à 25, et qu'on irait jusqu'à la fin de notre vie, ce modèle linéaire qui n'était pas systématique, mais qui était quand même majoritaire pour la génération de nos parents, par exemple, ben ça, c'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est d'autant moins le cas que le temps que l'on reste dans une institution, que ce soit une entreprise privée, une entreprise publique ou autre, il est globalement de plus en plus court. Donc, nécessité de se repositionner, de se réinventer, mais aussi au niveau des entreprises, alors, à la fois la pyramide des âges, elle évolue parce qu'on ne peut plus la prévoir à l'avance puisqu'il y a plein de personnes qui partent avant d'être en âge de la retraite, mais ça veut dire aussi que tout ce qui est de l'ordre de la mémoire des entreprises est affaibli. Et donc là, il y a une problématique réelle au niveau des entreprises et de ce qu'elles proposent et de ce qu'elles savent faire pour la contribution à la société globale, c'est comment faire aussi bien qu'avant, sachant que notre mémoire nous échappe, puisque notre mémoire de travail part avec les salariés qui quittent l'entreprise. Et donc, se passe dans l'entreprise exactement la même chose que ce qui se passe dans notre cerveau depuis l'apparition des téléphones portables. Je me rappelle, petite, on connaissait les quelques numéros de téléphone par cœur. Aujourd'hui, c'est difficile de connaître un numéro de téléphone par cœur parce que tout est enregistré dans notre portable qui est une mémoire externalisée de notre cerveau. Si je prends juste cet exemple-là. Donc, cette pyramide des âges en entreprise modifie totalement notre rapport au travail. Et nous individuellement, et pour l'entreprise, et pour la société.
Autre exemple que je peux donner de ces grandes mutations actuelles, c'est le fractionnement des équilibres et de la répartition vie privée, vie professionnelle avec le temps de travail. Alors, oui, on est passé des 39 heures aux 35 heures officiellement, légalement, ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là, pour tout un tas de personnes. Mais au-delà de ça, il y a aussi cette linéarité qui existait de tu vas à l'école, tu fais des études ou tu fais pas d'études, tu rentres dans une entreprise, tu travailles, même si tu changes d'entreprise 2-3 fois dans ta vie, mais tu travailles jusqu'à jusqu'à la période de ta retraite, et à ce moment-là, tu es à la retraite et tu profites de ton chien et de tes petits-enfants. Aujourd'hui, c'est plus ça qui se passe. Aujourd'hui, ce fractionnement des équilibres de vie pro-privé et du temps de travail, il est aussi que c'est devenu banal de prendre des années sabbatiques ou des congés de reconversion ou de morceler toute la période de la vie dite active. En fin de compte, elle est déjà morcelée par tout un tas de coupures. Et je parle même pas des arrêts maternité pour les femmes aussi, qu'elles peuvent moduler aussi comme elles le souhaitent. Donc, ce fractionnement de la vie active avec des rythmes différents, parce que c'est pareil, la temporalité des saisonniers, par exemple, on la retrouve de plus en plus dans d'autres types d'activités qui ne sont pas des activités saisonnières, mais qui adoptent ces modalités-là à se dire, voilà, pendant ces 3 mois-là, moi, je vais faire tel type d'activité, et puis après, j'arrête, j'ai fini mon contrat, ou j'arrête mon contrat volontairement, et hop, je vais voir ailleurs, je vais faire un autre type d'activité. Donc voilà, il y a ce fractionnement, c'est un morcellement des activités et des temps de travail tout au long de la vie. Et puis, le dernier exemple que je peux te donner, qui pour moi est très révélateur aussi, c'est le rapport à la rémunération. C'est-à-dire que, juridiquement parlant, on est aujourd'hui avec des modèles restreints de type de rémunération, ou à la tâche ou au temps de travail passé, mais qui sont en train de se revoir complètement. C'est-à-dire, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a simplement se questionner pour identifier qu'est-ce qui est le plus judicieux. Est-ce qu'on doit payer la rétribution d'une activité à la tâche, au poste, au temps passé, et comment calculer ça? Le temps passé, c'est le temps derrière son travail ou c'est le temps à gamberger? C'est le travail réel ou c'est le travail invisible? Quand on est en soirée et que l'on parle de son activité et de nouveaux projets avec X ou Y, est-ce qu'on travaille ou est-ce qu'on est en loisir? Pourtant, cette dynamique réseau-là, elle est bien effective et active. Donc, il y a tout un tas de choses à revoir, et on l'a vu avec les mois d'expérience forcée de télétravail pour certaines personnes. La productivité s'en est ressentie. Dans certains cas, elle était meilleure, dans d'autres cas, elle était pire, parce que, pareil, il y a tout un tas de choses à revoir. Quelle est ma capacité à travailler seule? Quelle est ma capacité à travailler entourée? Est-ce que j'ai besoin de silence ou pas de silence? Est-ce qu'un bureau ou un coin de table de cuisine chez moi me convient ou me convient pas? Voilà, donc il y a plein d'éléments, de critères à prendre en ligne de compte, mais ce rapport à la rémunération est en train d'exploser complètement, et c'est une bonne nouvelle, parce qu'en fin de compte, tout ça, c'était trop figé par rapport à l'évolution de ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Ça me fait penser à 2 choses, ce que tu viens de dire. Un, effectivement, toute la partie, pour les artistes qui n'est pas reconnue en général de travail d'inspiration. Exactement. On dit: «Bah, ils font rien, ils vont se balader, ils vont au musée». Alors ça dépend quel est l'artiste en question, qu'est-ce qu'il fait, Mmh. mais il a toute une partie où il est obligé de s'inspirer, ou même des gens, des échanges, et tout ça en général, on se dit: «Oh bah, c'est cool», et donc bon, il fait pas grand-chose finalement. Oui, oui. Mais sans parler des artistes, on peut parler aussi de toute la génération d'étudiants en attente de diplôme. Et c'est Bernard Friot, qui est un sociologue du travail extrêmement intéressant, qui met ça en avant dans ses travaux, en expliquant le fait qu'il y a eu une invention d'une nouvelle classe sociale de stagiaires payer des cacahuètes, même si aujourd'hui c'est légalisé. Enfin, il y a des textes de loi qui permettent je vais pas dire d'arrêter d'exploiter ces personnes-là, je dirais plutôt de les exploiter officiellement. Mais c'est de ça dont il est question. Ou quand enfin moi j'ai accompagné pas mal de personnes qui étaient en reconversion professionnelle pour se mettre à leur compte, et je leur disais,
Ça convient pas à tout le monde de se mettre à son compte, d'être indépendante, hein. Ça convient pas à tout le monde et sous prétexte qu'on est en train de lancer une activité, ces personnes-là, et j'en ai fait partie, hein, je parle aussi en connaissance de cause en me disant: «Mais là, Audrey, à un moment, il y a quelque chose qui déconne, hein. Enfin, tu viens de passer 3 jours là sur quelque chose qui te rapporte rien du tout, simplement pour légitimer quelque chose que tu es en train de mettre en place, ça ne fait pas sens». Par contre, ça, c'est absorbé par d'autres qui sont déjà installés sur la place publique et qui utilisent cette matière grise qui a produit quelque chose avec une proposition commerciale qui n'a pas été retenue, mais qui va être absorbée en interne, remoulinée, et tout ce qui est de l'ordre des appels d'offres, par exemple, on est aussi dans cette... enfin, il y a des champs énormes de l'activité économique où des personnes travaillent gratuitement pour ensuite être exploitées par d'autres personnes, où là, elles vont être rémunérées pour un poste qu'elles occupent, mais pas pour la production qui en a été faite. Il n'y a pas à dire c'est débile, c'est pas débile, c'est juste, c'est pas juste, c'est pas ça. C'est simplement, ça dit quoi du système actuel? Et est-ce qu'on a envie que ce système actuel continue de cette manière-là ou pas? Et donc, si on n'a pas envie que ça continue de cette manière-là, eh ben, qu'est-ce qu'on fait pour le faire évoluer? C'est effectivement toute la marge dont tu parles de travail, je vais le dire, appelé gratuit, Oui, mais qui recouvre différentes notions, celles que tu as données comme les appels d'offres. Je pensais aux créateurs de contenu. complètement. Alors certes, souvent c'est pour amener sur d'autres choses, mais pas toujours, et ça prend un temps fou. Faut vraiment aimer ça, faut être plongé dedans, enfin, pour le faire. Exactement. Mais également de toute la frange de la population qui fait du travail bénévole, qui est énorme et qui représente tout un pan de l'économie qui disparaîtrait. Exactement. Enfin, en tout cas, Exactement. d'utilité publique, on va dire, qui disparaîtrait si toutes ces personnes n'étaient pas là. Je pense aux retraités, mais il n'y a pas que les retraités, Oui, hein, oui. il y a voilà. Mais effectivement, tout le champ bénévole amène à questionner parce que ce qu'ils font, il y a une utilité pour la communauté, il y a une utilité pour eux-mêmes parce qu'ils se sentent investis. Je veux dire, personne ne les oblige à faire ça. Donc, ils ont envie, ça fait sens pour eux. N'empêche qu'ils ne reçoivent pas de rétribution à ça. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire tout travail mérite salaire. Ça, c'est la phrase toute faite des générations de nos parents, de nos grands-parents qui tenaient la route à un moment, mais qui aujourd'hui ne reflète, je dis pas que c'est pas ça qu'il faut faire. Je dis juste que ça ne reflète plus du tout la réalité. La réalité des activités professionnelles, des activités humaines aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le salaire ou le chiffre d'affaires, en fonction des statuts, c'est le signe de quoi? C'est pas le signe d'un travail. Ce n'est plus le signe d'un travail. Pour certains, c'est la contrepartie d'un travail. Mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est la contrepartie de quoi? Hormis le statut. Donc, c'est ça qui est à revoir en fin de compte. C'est ce que je gagne n'est pas le signe de mon travail, c'est le signe d'un statut. Et d'un statut qui est un statut de réussite, qui est un statut de prestige, qui est un statut de survivant, si on reprend la terminologie de tout à l'heure, qui est un statut de précaire, qui est un statut d'un idéal qui n'a pas les moyens de vivre comme il le devrait, ou qui est un statut au contraire de quelqu'un qui profite de recevoir bien plus que ce qu'il pourrait recevoir si on l'identifiait par rapport à d'autres critères, mais ce n'est plus le reflet de l'activité de la personne. Avec tout ça, quel pourrait être l'avenir du travail? Ou les avenirs? Alors déjà, le travail n'est pas une finalité, n'est plus une finalité. C'est-à-dire que là où encore ma génération et les générations précédentes, le travail était globalement, hein, évidemment pas pour tout le monde, mais globalement, était une finalité. Aujourd'hui, ce n'est qu'un moyen. Donc ça, dans le rapport au travail, c'est un changement de taille. Et ça rejoint tous ces échanges sur le sens au travail, etc., etc. Donc, premier point, c'est un moyen, ce n'est plus une finalité. Deuxièmement, le rapport au salaire, justement, à la rétribution. Demain, l'avenir du travail, je ne serais pas étonnée
qu'il y ait un salaire universel. En tout cas, qu'il y ait cette expérimentation en grande taille, à grande échelle, de salaire universel. Et c'est pas déconnant. Je dis c'est pas déconnant si on prend la peine de s'extraire du rapport historique et déjà dépassé, politique, droite-gauche, etc. Hein. Si on sort de ça, si on prend beaucoup plus de distance, hein, et c'est pour ça que là je reviens sur le temps long, en fait, ça serait pas idiot d'expérimenter quelque chose de cet ordre-là, ou revenu minimum, ou revenu universel, qui sont deux choses très différentes. Et ça, pareil, Bernard Friot l'explique très bien. Et d'une certaine manière, on est déjà un petit peu là-dedans avec toutes les aides qui existent aujourd'hui. Je veux dire, que ce soit en fonction de sa constitution familiale, à partir du moment où on a 2 enfants, il y a des allocations familiales, bah, c'est bien, d'une certaine manière, une partie de revenus indépendant de l'activité que l'on a. Plus tout un tas d'autres aides sociales dont bénéficie beaucoup, beaucoup de la population, enfin une grande partie de la population. Alors, il y aura toujours des personnes qui diront: «Mais moi, je touche pas ça». Oui, mais il y en a beaucoup qui sont déjà là-dessus. Donc ça, c'est un deuxième point, le revenu, en fait. Et il y a des systèmes d'échange aussi, hein, des systèmes de troc déjà qui existent entre certains professionnels. Et je pense que l'avenir du travail sera un avenir beaucoup plus morcelé et multiple qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc je pense qu'il va y avoir un travail énorme au niveau juridique, parce qu'il y a des vides juridiques déjà existants et parce qu'il va y avoir des modalités très différentes et très nouvelles qui vont se mettre en place et qui vont devoir être régulées ou en tout cas être reconnues. C'est-à-dire que ces modalités-là ne peuvent exister qu'à partir du moment où elles sont reconnues. Et ça, on l'a vu par exemple avec le portage salarial. Cette idée déjà ancienne, il a bien fallu qu'on invente un terme et qu'on invente une juridiction, en tout cas des modalités juridiques pour permettre de les mettre en place. Hein. Donc, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de multiplicité de modèles qui vont exister, et de modèles permettant à chacun d'expérimenter différemment. Donc, il y a une partie de la population qui va continuer sur l'ancien modèle, et puis il va y avoir une partie de plus en plus importante de la population qui va expérimenter beaucoup de choses différentes. Et peut-être à mettre en place des revenus sans qu'il y ait forcément une activité professionnelle telle qu'on l'entend aujourd'hui. Je pense que le système de revenus passifs ou autre va se diversifier beaucoup plus. Mais je suis pas Madame Irma, hein. C'est ce que j'identifie par rapport aux tendances actuelles. Bien sûr. Que je projette. Hein. Oui. Je pense qu'on va arriver sur des multiplicités de modèles encore plus importants qu'aujourd'hui. Oui. Et qui doivent se créer et qui sont en train de se créer d'ailleurs. Tout à fait. Effectivement, de nouveaux modèles à penser. Et alors, cette notion de travail, justement, révélateur d'une mutation vraiment bien plus profonde de la société. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette mutation et nous expliquer aussi pourquoi, parce qu'on a utilisé le terme mutation plusieurs fois, pourquoi on parle de mutation plutôt que de transformation ou d'évolution? C'est une question d'ampleur. C'est une question d'ampleur et c'est une question de résultats qui ne sont pas à la même échelle. Quand on parle de crise, c'est momentané. Hein, ça bouge un petit peu. Si je reprends l'analogie des plaques tectoniques, des volcans, tremblements de terre, etc., une crise, c'est un petit soubresaut. Hein, ça tremblote, mais bon, le verre est bien resté sur la table, rien n'a bougé. Donc, il y en a sans arrêt, mais ça n'a pas tellement d'importance. Hein. C'est juste là pour montrer ce qui tient la route et ce qui est vraiment très, 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 très fragile. Les transformations, on change la forme, mais le fond reste le même. Hein. Si on prend au niveau étymologique, transformation, on change la forme. Donc, ça, on sait faire dans le rapport au travail et dans le rapport à la société. On invente des nouveaux mots. Hein, on n'est plus femme de ménage, on est technicienne de surface, par exemple. Enfin, ça, c'était l'exemple typique qui a été énormément utilisé, mais notre société est remplie de ce genre de transformation-là, qui ne change rien du tout.
qui nous amène encore plus dans des mensonges et dans de l'hypocrisie de ce qui se passe. Mais tu me donnais un autre exemple de terme? Évolution. Alors, une évolution, c'est une adaptation dans le temps. C'est une adaptation, mais qui est toujours sur les mêmes référentiels. Une mutation, là, on change la forme, mais on change le fond. On change les points de référence. Alors oui, il y a une partie de ces mutations qui sont de l'évolution, puisque ça veut dire que le modèle sur lequel on était ne tient plus la route, pour des raisons X ou Y. Donc, il y a bien une évolution, mais cette évolution n'est pas fluide. Cette évolution, elle va créer des ruptures, elle va créer des points de bascule et elle va créer des failles aussi. Et donc, de mon point de vue, on est en train de vivre une mutation profonde de notre civilisation. Parce que, certes, le rapport au travail, le travail est l'un des points phares parce que on y passe quand même un temps énorme dans la journée, mais c'est pas le seul point. C'est aussi au niveau identitaire, c'est aussi au niveau, je l'exprimais tout à l'heure, par exemple avec la mémoire, les progrès technologiques nous font vivre complètement différemment. Vu de cette manière-là, on externalise énormément de notre mémoire dans des appareils auxquels on fait confiance. Et donc, qu'est-ce qui reste pour nous? Comment est-ce qu'on vit avec cette dépendance matérielle-là? Et qu'est-ce qu'on met à la place? Et est-ce qu'on met quelque chose à la place? Mais c'est aussi notre rapport à l'alimentation, notre rapport à la santé, notre rapport au temps, notre rapport au spirituel dans le sens ce qui dépasse le matériel, c'est-à-dire quel est notre rapport au sacré, notre rapport aux différentes croyances. On croit en quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui prime? Et tout ce qui se passe aujourd'hui sur le rapport aux religions, d'une part, le rapport au développement personnel, d'autre part, le rapport au spirituel, je le mets au pluriel parce que ça englobe énormément de registres différents, d'autre part, le rapport au corps. Le fait d'être dans une société de service principalement fait que nous sommes des cerveaux sur pattes, totalement sédentaires. Donc, pour beaucoup de personnes, ils sont devenus même incapables de prendre les escaliers pour monter un étage. Donc, on voit cette sédentarité qui nous transforme complètement, là où l'être humain est un être nomade et avait la particularité, chez nos ancêtres lointains, de pouvoir arriver à chasser, non pas en étant plus rapide que ses proies, mais en pouvant le fatiguer à l'usure. On en est loin. Donc, cette mutation, elle est aussi sur nous en tant qu'être humain, avec toutes les spécificités du transhumanisme, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc, tout ça, c'est en train de nous transformer complètement et nous sommes en train de décider de quelle manière nous voulons ou pas être transformés par toutes ces grandes mutations de notre civilisation. C'est sur tous les registres. C'est un sujet passionnant. Je pense qu'on pourrait en faire un podcast entier sur ce sujet-là. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, tu as écrit plusieurs livres justement, dont un sur ce sujet, mais sur le travail aussi. Est-ce que tu veux nous en parler? Donc oui, le travail, c'est l'un des fils rouges de mes livres, mais les auditeurs l'auront compris, je fais des liens avec tout un tas d'autres registres. Donc on est sur le fonctionnement humain et sur qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains et comment on se fait balader ou pas par rapport au modèle de société dans lequel on vit. Donc le premier livre que j'ai écrit, qui a été réédité depuis, c'est L'Esprit des mots, où là, je prends 20 mots anodins de notre quotidien et j'explique ce qu'ils disent de notre société et ce qui permet de se questionner et de s'affranchir de nos conditionnements. Donc, c'est vraiment pour se poser la question et avoir des informations, je reviens sur l'histoire et l'étymologie, sur nos conditionnements aujourd'hui, par rapport à tout un tas de registres de notre quotidien. Le second livre, c'est Tel un roseau, souple et ancré dans un monde qui chahute. Donc là, il s'agit d'une grille de lecture anthropologique où j'ai mis en évidence 6 axes, 6 territoires culturels qui nous permettent de comprendre et de s'adapter en situation de changement ou d'inconnu. Donc, on est en plein dedans.
Il ne s'agit pas forcément de partir à l'étranger pour se retrouver face à l'inconnu. On est dedans dans notre société actuellement. Et donc, l'objet, c'est aussi de montrer l'importance de réhabiliter le rapport à l'incertitude et au sacré. Ensuite, j'ai écrit un livre qui s'appelle Éloge des métiers hybrides pour les touche-à-tout et les autres, qui met en évidence donc cette notion d'hybridité de rapport aux activités, mais qui explique aussi qu'il s'agit de rétablir l'indispensable hybridation ordinaire de l'être humain, parce que nous sommes fondamentalement des êtres hybrides qui avons besoin de cette hybridité-là. Ensuite, Renaissance Man, qui est le récit et les enseignements des natifs Hopi, donc dans l'Arizona, qui sont les gardiens de la paix et qui montrent une autre manière de construire une société, d'avoir un rapport au travail, d'avoir un rapport à l'incertitude et au sacré, en prenant l'exemple de cette rencontre fantastique que j'ai eue avec cet homme Hopi. Et puis le dernier qui est Mutation anthropologique et qui explique de différentes manières justement la fin de cette civilisation que j'identifie comme civilisation de l'indécence aujourd'hui, qui est la fin d'un modèle, et comment on peut se positionner volontairement sur tout un tas de registres pour raviver notre humanité et pas se transformer encore plus en esclaves d'un système qui nous dépasse et qui nous exploite. Merci bien. De belles lectures en perspective. Alors, où peut-on te retrouver? Alors, sur mon site internet, déjà, où je rassemble toutes mes activités, donc www.audreychapeau.com, chapeau C-H-A-P-O-T. Et puis, je suis aussi plus ou moins régulièrement sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. J'ai quelques vidéos sur YouTube aussi, donc avec mes livres en commande sur mon site ou dans les libraires, chez les libraires. Pas sur les grandes plateformes parce que micro-éditeurs ne sont pas... on est référencé, mais il n'y a pas de commande possible sur ces grandes plateformes. Mais c'est pas grave, faisons travailler les libraires. Et puis, parfois dans des magazines ou autres où j'écris des articles. J'interviens régulièrement aussi sur le magazine Infinité, qui est un trimestriel depuis un peu plus d'1 an. Voilà. De toute façon, je mettrai tous tes liens, que ce soit les livres ou les liens que tu nous as donnés, dans la description de l'épisode. Alors, pour terminer, je vais tirer un nombre au hasard, de 1 à 9. Et je vais te laisser nous dire ce qu'il t'inspire en lien, alors soit avec le monde du travail, soit avec ton parcours à toi, voilà, avec ce dont on a parlé. D'accord. Alors, je vais tirer. C'est le 6. 6, moi j'ai une rosace qui me vient en tête spontanément. J'ai une rosace avec une complétude. 6, j'ai envie de dire, j'ai une sensation de quelque chose de complet, de repu, tu vois. On a bien mangé, on est content et satisfait, mais en même temps, ça n'amène pas de lourdeur, tu vois. C'est la satisfaction d'avoir fait le tour de quelque chose et d'être satisfait de ce qu'on a fait. Et est-ce que tu as envie de dire un petit mot de conclusion? Alors, ce que j'ai envie de dire dans le rapport au travail, puisque c'était le sujet phare de notre échange aujourd'hui, je pense que c'est important de se questionner sur qu'est-ce qui nous satisfait, qu'est-ce qui nous satisfait pas, et d'oser être utopique. D'oser être utopique en se disant que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir si ça fonctionne ou pas. Et que l'avenir de nos activités, de la manière de le vivre et de la manière de l'organiser ne peut pas faire l'impasse sur nos envies personnelles. C'est-à-dire que si on n'impose pas, d'une manière ou d'une autre, le fait de s'y prendre autrement, parce qu'on a envie de l'expérimenter comme ça, parce qu'on a besoin de l'expérimenter d'une certaine façon, eh bien, le système ne va pas nous le proposer. Donc, ça me paraît important d'oser proposer de s'y prendre autrement que de la manière dont tout le monde l'attend de nous. Merci d'avoir suivi cet épisode.
S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai les développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous le premier jeudi de chaque mois pour une nouvelle interview. Pour être averti des nouveaux épisodes, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées, des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt!